0,7% au mois d'août, la hausse des prix n'a pas ralenti cet été. Après les aveux du légionnaire, 2000 personnes aux obsèques des bergers de Corté. Rien ne va plus pour la livre sterling, elle a atteint aujourd'hui son niveau le plus bas. Simone Veil relance la campagne contre le tabac, le point de vue de Paul Lefebvre. Nouvelle jeunesse pour de vieilles pierres, l'exemple de Sarlat, c'est le dossier de ce journal. Madame, monsieur, bonsoir. Avant de commencer ce journal, une nouvelle affaire d'enlèvement. Un banquier, monsieur François Ferrier, a été enlevé à Cannes samedi soir. Jusqu'ici, la presse avait tenu secrète cette information à la demande de la police. Le banquier a été enlevé lors d'une agression contre le compositeur Francis Lopez et sa femme alors qu'ils rentraient dans leur villa de Cannes. Les agresseurs auraient aussi volé pour 1 million de bijoux dans la villa et fait signer à Francis Lopez des traites en blanc. Voilà, pour l'instant, la police n'a donné aucune autre information sur cette affaire. Au moment où le monde politique s'interroge sur la valeur du plan anti-inflation du gouvernement, au moment où les Français s'interrogent sur ce qu'ils auront de toute façon à payer, un chiffre inquiétant a été rendu officiel aujourd'hui, celui de la hausse des prix au mois d'août, 0,7%. Après le mois de juillet où l'augmentation avait atteint 1%, on s'attendait à ce que, comme cela se passe traditionnellement, le mois d'août soit aussi un mois de répit pour les prix. Une hausse de 0,7% au mois d'août, c'est un mauvais résultat. À cette période, en effet, beaucoup de magasins sont fermés et les contrôleurs de l'INSEE se contentent de reporter les mêmes prix qu'en juillet. Beaucoup de hausses ne sont donc pas enregistrées. Cette progression de l'indice en août est due essentiellement aux produits alimentaires qui ont augmenté à eux seuls de 1,6%. Principaux responsables, le lait, le pain, les conserves et les corps gras. Les services ont progressé assez vite, eux aussi, avec notamment des hausses assez fortes chez les coiffeurs, les blanchisseurs ou les teinturiers. Il faut remarquer que l'indice français progresse maintenant plus rapidement que dans les pays étrangers. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a eu que 0,5% de hausse au mois d'août. En Allemagne, cette hausse a été plus faible encore, 0,4% seulement. Ainsi, depuis un an, l'inflation est plus forte en France que dans l'ensemble des autres pays occidentaux. Elle a été de 9,5% chez nous, contre 8% en moyenne pour les pays de l'OCDE. Après les prix, l'autre préoccupation du gouvernement, c'est bien sûr l'emploi. Hier d'ailleurs, nous vous annoncions que les experts prévoyaient que le nombre des demandeurs d'emploi allait à nouveau, dès le mois de novembre, repasser la barre du million. Ce chiffre a été confirmé aujourd'hui par M. Belac, le ministre du Travail. En ce qui concerne les demandeurs d'emploi, c'est un sujet permanent pour les pouvoirs publics et le ministre du Travail en particulier, et quelles que soient les circonstances. Ils seront 1 million à partir du mois prochain. Il n'est pas possible de faire des prévisions certaines, simplement en partant du chiffre du mois d'août et des prévisions d'arrivée sur le marché du travail des jeunes, c'est probable. Vous estimez qu'actuellement la situation de l'emploi est moins grave que l'inflation? Je crois qu'à l'heure actuelle, l'inflation est le problème numéro 1, parce que si nous n'arrêtons pas l'inflation, le problème de l'emploi se posera en des termes beaucoup plus graves. En Corse, le légionnaire déserteur arrêté hier a avoué ce matin qu'il était bien l'assassin des 2 bergers dont les obsèques ont eu lieu cet après-midi dans le petit village de Bustanico, près de Corté. La cérémonie, qui a eu lieu cet après-midi en présence de 2000 personnes, s'est déroulée dans le calme. Mais ce soir, l'atmosphère à Corté reste lourde. Une correspondance de notre envoyé spécial. Au soir des obsèques des 2 bergers assassinés de Bustanico, la tension a considérablement augmenté ici en Corse, et surtout à Corté. Dès 18h30, un rassemblement de plusieurs centaines de personnes a bloqué avec quelques voitures et un camion l'entrée de Corté juste devant la sous-préfecture. Et vers 19h, le sous-préfet, M. Susini, a reçu une délégation. On ne sait trop ce qui va sortir et ce qui peut sortir de cette conférence improvisée, qui dure toujours. Mais devant la sous-préfecture, la foule s'impatiente et périodiquement jette quelques pierres sur les volets fermés ou secoue furieusement le portail. J'ai vu aussi, ça et là, dans les groupes, 1 ou 2 hommes, le fusil sur l'épaule. On ne peut pas savoir pour le moment si ce rassemblement débouchera dans la nuit sur d'autres violences ou non. Ce qui est certain, c'est qu'avec le cri « Légioni fora la Légion dehors », la colère corse a trouvé un cheval de bataille de plus. Les événements de Corté, intervenant après un certain nombre d'autres incidents, posent le problème de la présence de la Légion étrangère en Corse. Certaines organisations autonomistes l'assimilent à une force d'occupation et demandent son départ pur et simple.
Au nom du Parti communiste, M. Marchais estime, lui, que le problème n'est pas de déplacer la Légion étrangère de Corse, mais purement et simplement de supprimer cette arme qui n'a aucune raison d'être, selon lui. Ce n'est pas bien sûr l'avis du ministre des Armées, M. Bourges, qui n'en voit pas la nécessité et qui, d'autre part, estime que ce problème ne peut pas être réglé dans le climat actuel. Cela dit, au-delà des réactions partisanes, il est vrai que depuis la fin des guerres coloniales, l'armée a du mal à redéfinir exactement la nouvelle mission de la Légion, problème auquel s'ajoute celui des critères du recrutement. Le filtrage est bien sûr extrêmement sévère, mais le légionnaire est le reflet de la société 1976, avec ce qu'elle a de bon et ce qu'elle a de mauvais. Nous ne sommes pas infaillibles, et bien que les candidatures à l'engagement soient examinées en commission, il peut y avoir des bavures. Quelles sont les précautions que vous envisagez de prendre, mon colonel, pour enrayer ces désertions? La Légion n'est pas un camp de concentration. Je ne vois pas pourquoi on enfermerait les légionnaires derrière des barbelés. Il n'y a pas de drame ailleurs qu'à Corté pour l'instant, et encore, c'est un fait isolé. Alors je ne pense pas qu'on puisse prendre des précautions particulières. Mais à quoi sert, en 1976, le légionnaire? Le légionnaire attend, comme tout le reste de l'armée française, attend que l'État lui donne des ordres pour une mission particulière qui le concerne, mission militaire. En attendant, eh bien, il fait des travaux en Guyane, dans le Pacifique, et puis quand il y a une affaire comme à l'Oyada, par exemple, à Djibouti, où 40 enfants sont détenus en otage par des terroristes, ben, la Légion intervient, règle le problème, instantanément et sans bavure. Pourriez-vous demain quitter la Corse sans problème? Quitter la Corse, c'est quitter la France. Et quittant le département en Corse, je ne vois pas pourquoi on ne quitterait pas non plus le département du Vaucluse, celui des Bouches-du-Rhône, celui du Var. À l'issue d'un comité central du Parti communiste français consacré à l'information, M. Georges Marchais a une nouvelle fois réaffirmé aujourd'hui la nécessité pour l'opposition en général et pour le Parti communiste en particulier d'avoir, tout comme le gouvernement, la possibilité de faire connaître sa position sur les différents problèmes politiques. Le secrétaire général du PC a également déclaré qu'en cas de victoire de la gauche, il n'y aurait pas de chasse aux sorcières dans la presse. Et puis il a expliqué que, selon lui, l'information était à la fois malade du pouvoir et malade de l'argent. Aujourd'hui, le pouvoir et l'argent ne font qu'un. L'information écrite, parlée, télévisée ne diffuse pour l'essentiel qu'une sorte d'idée. Or, notre peuple est pluraliste, divers. Il y a contradiction. Et c'est elle qu'il faut résoudre pour remettre en correspondance information et démocratie. Pour cela, il faut que le pouvoir renonce à son procédé actuel, qui est de se servir d'établissements publics pour faire passer sa politique et étouffer les autres. À la veille de l'allocution de Valéry Giscard d'Estaing à la télévision, la CGT, par la voix de Georges Ségui, pose aujourd'hui deux questions au chef de l'État. Premièrement, pourquoi ne pas discuter avec les syndicats d'un indice des prix qui soit acceptable par tous, puisque l'indice officiel envenime les relations sociales? Deuxièmement, pourquoi refuser un impôt sur le capital qui permettrait d'indemniser les agriculteurs victimes de la sécheresse sans surimposer les salariés? Troisième chapitre dans l'affaire rhodésienne, Ian Smith, le Premier ministre rhodésien, demande maintenant au gouvernement de Londres d'envoyer de toute urgence un responsable britannique à Salisbury. Ce responsable serait chargé de faciliter la mise en place du gouvernement intérimaire prévu par le plan Kissinger. Monsieur Smith souhaite même que ce soit le ministre des Affaires étrangères britannique en personne qui fasse le déplacement, une façon comme une autre de mettre Londres un peu plus encore dans l'embarras. La grève générale en Espagne suivit à près de 100% dans le Pays basque, mais c'est dans tout le pays que des manifestations ont eu lieu à l'appel des 21 organisations politiques de gauche pour réclamer l'amnistie générale. Des heurts violents ont eu lieu entre police et manifestants. La police affirme qu'elle n'a utilisé que des balles en caoutchouc pour séparer les éléments de gauche et les éléments de droite. Il y a quand même eu un mort, un étudiant à Madrid. Nouvelle proposition soviétique à l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. M. Gromyko, le ministre soviétique des Affaires étrangères, propose que tous les pays membres de l'ONU s'engagent à signer un traité de non-recours à la force.
Ce traité concernerait toutes les armes conventionnelles et bien sûr nucléaires. Jusqu'à présent, tous les accords passés entre pays n'étaient que des accords bilatéraux entre les deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. La livre anglaise coule. Elle a atteint aujourd'hui un de ses niveaux les plus bas puisqu'à l'issue des cotations, on pouvait obtenir aujourd'hui une livre contre 8 francs 0,5 français. Et l'on sait pourtant que notre monnaie n'est pas, elle non plus, en très bonne posture. Cette dégringolade accélérée intervient le jour même où, devant le congrès de son parti, le Premier ministre travailliste, M. Callaghan, a réaffirmé qu'il resterait fidèle à sa politique de contrat avec les organisations syndicales. Cette déclaration n'a donc rien empêché. C'est vraiment la peau de chagrin. De jour en jour, inexorablement, elle perd de son importance. La chute a été telle aujourd'hui que le ministre des Finances, Denis Sillet, qui était déjà à l'aéroport pour s'envoler pour Hong Kong, a dû revenir en catastrophe à son bureau. Pourtant, le Premier ministre, ce matin, lors de son discours devant le Congrès travailliste, croyait avoir rassuré les capitales financières et les spéculateurs. Au risque de faire grincer les dents au sein même de son propre parti, Callaghan avait tenu des propos très orthodoxes, notamment sur la nécessité du profit pour les entreprises. Mais il n'y avait pas là matière à enrayer la fatale plongée de la monnaie anglaise. Comment expliquer ce glissement qui fait que la livre, en moins de 5 ans, a perdu près de 50% de sa valeur par rapport aux autres monnaies occidentales, le franc compris? À deux choses essentiellement. D'une part, les gouvernements étrangers ou les particuliers qui détiennent des livres sterling, et il y en a pour des dizaines de milliards, ne tiennent pas à les garder. D'autre part, ceux qui n'ont pas de livres sterling ne tiennent en aucune façon, vraiment en aucune façon, à en acheter. Deuxièmement, à l'étranger, à tort ou à raison, on ne croit guère à moyen terme au redressement économique de la Grande-Bretagne. Donc, comme l'écrit ce soir tristement un journal anglais, la descente aux enfers continue. Il est difficile ce soir d'apprécier l'envergure de la bataille qui s'est engagée aujourd'hui au Liban, où les forces syriennes, épaulées par les combattants chrétiens, ont entrepris de déloger les Palestiniens de la montagne libanaise où ils sont retranchés. Ce qu'on peut aussi se demander, c'est la raison de cette attaque aujourd'hui. La doit-on à la prise d'otage de Damas, qui s'est terminée par la pendaison des terroristes palestiniens, ou bien encore, cette action était-elle préparée depuis plus longue date? Signe peut-être de cette offensive et du soutien indispensable de son armée pour continuer son action au Liban, hier le président Assad a rendu visite aux unités d'élite de l'armée. Ces unités sont commandées par son propre frère, le général Rifat el-Assad. Le chef de l'État syrien a félicité ses soldats pour leur action au Liban. L'attaque qui se déroule à 25 km de Beyrouth contre les positions de la gauche libanaise et des Palestiniens prend l'allure d'une opération de grande envergure. Sur un terrain montagneux, l'aviation et les chars seraient intervenus. De son côté, la droite libanaise a annoncé qu'elle avait également engagé la bataille contre les Palestiniens. Dans le réduit, les islamo-progressistes semblent donc pris en tenaille. Prévue de longue date, cette opération a peut-être trouvé sa justification aux yeux des Syriens après la prise d'otage du commando palestinien dans l'hôtel Semiramis à Damas. De son côté, la résistance palestinienne, par la voix de Yasser Arafat, a adressé un message à tous les rois et chefs d'États arabes. Il leur demande d'intervenir pour faire arrêter ce qu'il a appelé un nouveau massacre. L'offensive anti-tabac menée depuis un certain temps a été relancée aujourd'hui par le ministre de la Santé, Mme Veil, qui a présenté une nouvelle campagne publicitaire visant à montrer les méfaits du tabac. Cette campagne va s'accompagner d'un vote au Parlement sur un projet interdisant la publicité sur le tabac et l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Cela dit, certains continuent d'estimer qu'il y a une certaine contradiction entre l'État bénéficiaire des ventes de tabac par l'intermédiaire de sa régie nationale, la CETA, et la lutte actuelle engagée contre ses propres produits. Il y a une quinzaine d'années, Sarlat, une ville au passé très riche, en Périgord, qui... Je crois qu'il y a une petite erreur, nous avons envoyé un sujet qui n'est pas le bon, vous en êtes sans doute aperçu. Nous allons maintenant, dans quelques instants sans doute, voir le sujet sur le tabac. Je vous demande une petite minute de patience. Voilà. 85 milliards de cigarettes consommées en France en 1975. Pourtant, le Français est un petit fumeur. Un Français en âge de fumer consomme par an 2000 cigarettes, contre 4000 pour un Américain.
Le gouvernement apparemment ne souhaite qu'une chose, éviter une consommation excessive. Il évitera ainsi de débourser pour les malades ce qu'il gagne avec son monopole. Le tabac était un monopole d'État et à une époque on ne pensait pas du tout qu'il y avait un risque quelconque à fumer trop. C'est donc maintenu, mais au surplus à partir du moment où le tabac rapporte de l'argent et où il y a des gens qui fument, pourquoi est-ce que ce ne serait pas l'État qui en bénéficie par suite des mesures fiscales qui sont prises et des taxes qui sont imposées sur le tabac? J'ajouterais que l'État gagne par exemple pas mal d'argent sur l'essence. Ça ne veut pas dire qu'il pousse à la consommation d'essence. Au contraire, l'année dernière, il y a eu des campagnes faites pour limiter la consommation d'essence et pour limiter la vitesse des véhicules qui consomment de ce fait moins. Donc ça n'est pas du tout une contradiction, c'est simplement il y a une situation de fait et l'État en quelque sorte bénéficie de cette situation de consommation, mais en même temps il souhaite, s'il y a un problème de prévention sanitaire important, que tout soit fait dans ce domaine. Le tabac rapporte à l'État 7 milliards d'impôts, soit 2,3% de la recette fiscale. L'État ne tient pas à perdre ce bénéfice, mais il voudrait aussi éviter d'avoir à le débourser pour payer les méfaits du tabac. Je n'ai pas touché une cigarette depuis le 10 mai dernier, c'est vrai, mais depuis, toutes mes pipes rangées dans la bibliothèque ou groupées sur le bureau me clignent de l'œil comme les dames que l'on appelle faussement de mauvaise vie. Je suis l'exemple même de l'homme que Simone Veil a convaincu, j'ai arrêté de fumer. Mais, tremblant tous les matins de succomber aux tentations de la journée, j'accuse, tous azimuts. J'accuse d'abord ce médecin rigolard qui m'a montré mes poumons en m'annonçant un drame dans 20 ans si je ne m'arrêtais pas. Il me l'a dit en tirant sur un délicieux tabac anglais. J'accuse ces charlatans qui vendent des gris-gris, des anneaux, des piqûres en faisant croire que la volonté ne suffit pas. J'accuse mon voisin de table qui hier fumait le Havane dont je rêve. J'accuse ma femme qui laisse fumer sa blonde après le déjeuner. J'accuse mon directeur qui, lui, a le droit à longue bouffée de calmer ses nerfs pendant que je pense ou que j'essaye de penser à autre chose. J'accuse le CEITA qui tapisse les murs des rues de tentation permanentes. J'accuse le ministre des Finances, les ministres des Finances, d'avoir encaissé et d'encaisser toujours le prix de la fumée. J'accuse, j'en suis navré, j'accuse Madame le ministre de la Santé de ne pas dire plus souvent, en le détaillant, le prix que coûtent les cancers de toutes sortes, les arrêts du cœur, en somme, l'usure du tabac. Cela, il faut le dire souvent et le répéter, car c'est bon le tabac, même le souvenir a du goût. Car c'est dur, très dur de s'arrêter, de se priver, d'être obsédé, de ne plus penser qu'à cela pendant des heures et des jours, avant de retrouver un peu de souffle, le plaisir de l'odorat et le matin, une haleine fraîche. Je vous le dis, Madame le ministre, quels que soient vos talents, le monde, pour l'instant, est fait pour ceux qui fument, ou plutôt contre ceux qui voudraient bien s'arrêter. Vous-même, avez-vous essayé? Du temps où il était ministre de la Culture, en 1962, M. Malraux avait lancé une campagne pour la restauration, le sauvetage même, des quartiers historiques d'un certain nombre de villes françaises. L'État assurant la plus grosse part du financement, cette opération a remporté et remporte encore beaucoup de succès auprès des municipalités, car il y a toujours un mais, ces quartiers historiques, mais vétustes, sont en général habités par des personnes âgées ou des personnes aux revenus plus que modestes, qui n'ont même pas les moyens financiers pour assurer leur part des travaux. Il ne leur reste donc en général qu'à s'en aller. 60 villes de France bénéficient de ce plan Malraux, un bel exemple, Sarlat. Il y a une quinzaine d'années, Sarlat, une ville au passé très riche, en Périgord, qui vivote et qui s'endort doucement au soleil. Les commerces périclitent doucement, les marchés agricoles s'amenuisent et les paysans, comme les citadins, mettent furtivement la clé sous la porte. Et puis, 1962, coup de tonnerre, la loi sur la restauration du patrimoine national est votée. Sous l'impulsion d'un maire entreprenant, la ville médiévale ressurgit du passé. Aujourd'hui, Sarlat compte 10 000 habitants, 20 000 en période de tourisme, et les premiers à s'en réjouir sont tout naturellement les commerçants qui voient leur chiffre d'affaires en progression constante. Ça a été bénéfique pour tous les commerçants et même pour les environs. De 10 à 20% par an, chiffre que reconnaissent bien volontiers ceux qui ne craignent pas trop le percepteur. Des gens qui s'enrichissent, une ville transformée, le coup de baguette semblerait donc être une réussite totale si ce genre d'opération ne suscitait pas des contraintes, voire des expulsions de locataires, relogés il est vrai, mais cela c'est l'envers de la médaille. Sarlat est aujourd'hui le plus beau fleuron de notre patrimoine et le jeu en valait la chandelle. Par chance, la cité médiévale s'était tenue à l'écart de l'essor du XXe siècle, le béton n'y avait pas fait de ravages, mais ce qui restait était dans un tel état qu'un jour ou l'autre on aurait vu surgir les bulldozers.
La loi de 62 aboutit dans 60 villes de France à la création de secteurs sauvegardés et de périmètres opérationnels à restaurer en priorité. À Sarlat, ce fut le centre de la ville ancienne que l'on restaura. 42 immeubles, 142 logements, auxquels l'État consentit des crédits considérables. La subvention était de l'ordre de 33%. Donc tous les gens ont bénéficié de cette subvention, plus ou moins, puisque les subventions n'étaient pas accordées aux intérieurs, mais aux rénovations de façade, aux toitures, etc. Bien, deuxièmement, ils ont eu des prêts à des taux dérisoires, de l'argent pratiquement donné, par conséquent, tous les bénéficiaires de l'opération, je crois, doivent être satisfaits. 600 millions de prêts du crédit foncier, du 4,5% en 20 et 30 ans en 1964 pour une centaine de personnes, cela suscite bien sûr des commentaires. Bien entendu, on vit que sur la pierre. Hein. En d'autres termes, et si vous me permettez le mot, vous voulez dire qu'il y a certaines personnes qui se seraient sucrées sur cette opération? Peut-être pas sucrées, mais enfin, il y en a qui en ont eu des profits que d'autres n'en ont pas eu. Hein. Eh oui, voilà ce que l'on dit tout bas à Sarlat. Et même si l'on fait la part des choses, il faut reconnaître que les conditions d'octroi des prêts furent, pour certains, l'occasion de réaliser de belles opérations financières. Le processus est simple. Après décision conjointe de la commune, des ministères de la Culture et de l'Équipement, le préfet arrête le classement d'un immeuble et le maire notifie au propriétaire la décision. Ce dernier peut alors donner mandat à la société chargée de la restauration. Le crédit foncier lui avance les 2/3 du devis et l'État complète le reste. Remboursable en 20 ou 30 ans si l'on occupe ou si l'on loue. C'est ainsi que l'imprimeur, par exemple, trouva une formelle occasion. L'achat quasi symbolique d'un tas de cailloux, enfin d'un prix quasi symbolique, d'un tas de pierres, et puis là, ma foi, ensuite le crédit foncier, c'est tout, c'est-à-dire pas de somme importante à verser d'avance. Et vous êtes propriétaire maintenant? Ben oui, enfin propriétaire. Si je continue de payer la maison, oui, je serai propriétaire. S'il m'arrive un accident en route. Les traites sont lourdes, non, pas trop? Non, mais enfin c'est couvert quand même en partie par les loyers. D'ailleurs, ce sont eux qui ont imposé ce système. Vous dites les loyers parce qu'il y a des locataires, bien sûr. Oui, il y a 4 locataires. Mais ce sont eux qui ont imposé ce système. Et qu'est-ce qui perçoit les loyers? C'est vous? C'est la c'est moi, c'est moi, en tant comme un propriétaire ordinaire. Ouais. Et puis je paie mon crédit foncier lorsque je reçois mes... C'était donc une opération intéressante. Pour moi, sûr, oui, puisque je vous dis, je n'avais rien du tout. Une belle affaire, au demeurant parfaitement régulière, l'État ayant pris par ailleurs un certain nombre de précautions quant au choix des gens chargés d'exécuter les travaux. 2 sociétés. La Sarpi, auxiliaire de restauration du patrimoine immobilier, société mère, siège à Paris, 80% de fonds publics, 20% de capitaux privés, et autant de sociétés filles, sociétés d'économie mixte, composées à 51% de fonds communaux, le reste aux chambres de commerce et à divers organismes privés. La société mère reste maître d'ouvrage. C'est ainsi que l'on restaura 42 immeubles et 142 logements, mais l'on ne put éviter certaines expulsions. Un grand nombre des maisons du vieux Sarlat étaient habitées par des gens de conditions modestes qui en étaient locataires ou par des propriétaires qui n'étaient pas très fortunés, qui étaient souvent âgés, qui devaient emprunter à des taux, il est vrai, très intéressants, mais quand on a 70 ans, 75 ans, un emprunt à 30 ans, même à bateau d'intérêt, ce n'est pas extrêmement intéressant. Alors effectivement, il y a eu quelques problèmes au départ. Sarlat restauré, une réussite sans contestation possible, mais une question reste posée. Peut-on à la fois sauver les vieilles pierres et respecter intégralement les droits des hommes? La météo, pour terminer. Les températures ont subi quelques baisses aujourd'hui, en particulier dans l'Est, où les pluies ont été fréquentes. Cela dit, on notait tout de même une température de 26 degrés, par exemple, à Ajaccio, en début d'après-midi. Demain, les pluies orageuses affecteront encore les régions de l'Est, les Alpes, le Midi méditerranéen et la Corse, mais elles tendront à s'éloigner vers l'Allemagne et l'Italie dans l'après-midi. Sur tout le reste de la France, d'assez belles éclaircies alterneront avec quelques averses et les orages isolés sur les Pyrénées et le Massif central. Dans l'ensemble, les températures seront encore assez élevées et les vents forts en mer.
Voilà, ce journal est terminé au nom de toute la rédaction d'Antenne 2 qui l'a préparé. Je vous souhaite une excellente soirée, mais avant de nous quitter, le rappel des principaux titres. Hausse des prix inquiétante au mois d'août, 0,7%. Après les obsèques des deux bergers, le climat reste tendu en Corse. Morosité à la bourse de Londres, la livre baisse encore. Manifestation à travers l'Espagne, un étudiant tué à Madrid. 23h30, le dernier journal d'Antenne 2.